Oui, merci de vos explications. Moi, j'ai une observation et deux questions. La première, parce que j'ai lu votre livre, qu'est-ce qui vous a conduit d'abord à travailler techniquement, parce que vous avez un nombre de références multiples, y compris réglementaires, ce qui sera sûrement intéressant. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce livre? La deuxième chose, je voudrais que vous reveniez sur l'espèce de schizophrénie que vous avez l'air de décrire de l'État, c'est-à-dire que l'État s'occupe du halal en partie et puis s'en occupe plus après. Le problème de la traçabilité, donc la fiabilité du label, qui en quelque sorte, on a un label cachère qui grosso modo on a un label cachère qui, grosso modo, est un label reconnu par tout le monde, et apparemment, il y a des difficultés à avoir un label halal qui soit uniforme. Et puis, donc, moi, ma question est assez simple. Quelles seraient vos préconisations pour rendre ce circuit à la fois plus transparent d'un point de vue financier, mais surtout plus fiable pour le consommateur, parce que bien qu'on ne soit pas dans le cadre d'une commission sur la viande, etc., s'il n'y a pas de traçabilité et s'il n'y a pas de fiabilité de la certification, alors le consommateur peut être facilement trompé et personne n'y a intérêt, y compris le consommateur lui-même. Vous voyez, donc vous avez l'air de décrire une situation qui est vraiment très très ambiguë du côté des pouvoirs publics. Et moi, j'avais quand même beaucoup d'espoir sur cette norme AFNOR. Et c'est mon dernier point. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait reprendre éventuellement le travail sur cette norme qui est demandée à l'étranger aussi, hein, puisque aux Émirats notamment, on essaye de pousser à ce qu'il y ait une norme, parce que pour l'exportation de nos produits, une certification et une traçabilité, c'est aussi important. Et donc, on a un chiffre d'affaires très important de vente de produits halal à l'étranger. Il faut aussi que cette certification soit sûre pour les consommateurs étrangers qui achètent de la viande française. Madame, si vous voulez bien apporter quelques précisions. Donc, je vais commencer par si vous me permettez, par le pourquoi ce livre. Donc, ce livre, en fait, il vient dans une suite de travaux de l'association Acidcom. Nous avons vu le problème du halal, c'est un problème évident pour le consommateur musulman. Les consommateurs musulmans souhaitent consommer selon ses convictions religieuses, mais ils ne trouvent pas de solution. Aujourd'hui, il est quasiment impossible, sauf quelques alternatives qui apparaissent progressivement, de trouver une viande conforme à nos convictions religieuses. Donc, nous avons travaillé sur les acteurs, donc il y a eu des travaux sur les organismes de certification, une enquête sur les consommateurs, une enquête sur les boucheries halal. Et puis, nous avons tourné la question dans tous les sens. Comment s'en sortir? Et nous en sommes parvenus à cette responsabilité de l'État, et c'est de là qu'il faut commencer. Donc, tant que ce marché n'est pas régulé par une réglementation qui est compatible avec les besoins des consommateurs musulmans, compatible avec le principe de la laïcité, nous ne pouvons pas, c'est pas évident de s'en sortir. Et ce livre, il est vraiment très, j'ai pris le soin de documenter chaque propos dans ce livre parce que le sujet est très sensible, beaucoup de monde travaille dessus, et je voulais que mon propos soit vraiment documenté et appuyé par des textes des archives de l'administration et puis des archives des associations musulmanes qui ont travaillé sur cette question. Concernant la norme AFNOR, j'y participe à la norme depuis le départ, depuis 2012, 2010 plutôt, j'ai pris part dans ces travaux personnellement pour représenter mon association. Nous aussi, en tant que consommateurs, nous avions un espoir que cette norme vienne nous aider enfin à avoir une référence et un moyen de défendre les droits des consommateurs musulmans. Mais plus les travaux avançaient, plus on se rendait compte qu'il y avait un problème de compatibilité entre le cadre juridique de l'AFNOR, des travaux du système de normalisation, et la question religieuse du halal. Je vous donne un exemple, deux exemples. C'est les deux exemples que, personnellement, ils m'ont interpellée. C'est les questions religieuses. Donc, dans le système de normalisation, tout est soumis au consensus de toutes les parties prenantes.
Donc, quand on est autour de la table, toutes les questions, elles sont débattues par tout le monde et ils doivent recueillir le consensus de tout le monde, y compris les questions religieuses. Donc, les questions religieuses musulmanes étaient soumises au consensus d'industriels, par exemple, ou l'État, parce que l'État est représenté dans l'AFNOR. Donc, ça a posé problème. Donc, les musulmans pouvaient avoir tous une position commune, mais en face de nous, on avait des parties prenantes qui n'avaient pas la même position, donc on ne pouvait pas avancer. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le contrôle d'une norme séculière se fait par des organismes non musulmans. Donc là-dessus aussi, ça a posé problème. Parce que dans le contrôle du halal, il y a un aspect de témoignage. Et cette approche de témoignage ne pouvait pas être assurée. Et nous avons posé des questions à l'AFNOR, nous n'avons pas eu de réponse, et la question a été portée jusqu'au Conseil européen de normalisation, et les réponses étaient le refus catégorique de ces spécificités religieuses de fonctionnement pour le halal. Ensuite, la solution, c'est d'avoir l'alternative. Et donc, pour l'alternative, là, aujourd'hui, le CFCM travaille sur sa charte. Mais pour que ça réussisse, avant de parler sur la charte, je vais vous donner, parce que vous avez parlé d'export, de besoin d'exporter, j'ai une lettre de la Ligue islamique mondiale qui date de 1985, dont je pourrais vous fournir une copie, qui a été adressée au ministère de l'Intérieur au sujet de projet Taïbet. Cette lettre-là, donc la Ligue islamique mondiale, c'est elle qui est référente pour tous les pays musulmans en termes des questions de halal. Aujourd'hui, quand l'OIC veut avoir un avis, il l'envoie à la Ligue islamique mondiale, qui a écrit une lettre au ministère de l'Intérieur, lui demandant d'agréer Taïbet, donc elle intercède en faveur de Taïbet, et lui proposant de promouvoir le projet de Taïbet dans le monde musulman, à majorité musulmane. Donc Taïbet, oui, c'est expliqué dans le livre. Taïbet, c'est une association qui a fédéré 70 associations sur 90 à l'époque, dans les années 80. Il n'y a que la mosquée de Paris qui a refusé, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein, c'est la mosquée de Paris, c'est un régime particulier et largement soutenu par les pouvoirs publics, toujours mis en avant, alors que c'est pas forcément ça ne représente pas forcément ce qui souhaiteraient les musulmans en termes de démocratie en France. Donc voilà, aujourd'hui, il y a la charte halal. Les musulmans, ils ont du potentiel à promouvoir cette charte à l'international. Nous, notre association, elle a un réseau international et nous avons de l'influence. Quand les musulmans, ils ont pris position par rapport à l'AFNOR l'année dernière, en avril 2015, nous avons issu un communiqué parce qu'on n'avait plus d'autres solutions. Au sein de l'AFNOR, on n'arrive plus à avancer sur les questions religieuses, c'était toujours le cadre juridique, et c'est normal. L'AFNOR ne pouvait pas proposer autre chose que son cadre juridique. Donc nous étions obligés de se retirer, de suspendre notre participation et de communiquer sur cette position. Et suite à notre communiqué qui était traduit en anglais, il y a eu un meeting à Istanbul en juin. Et donc, les musulmans, ils ont pris position par rapport à notre communiqué. Et au niveau de l'Europe, au sein du CEN, des conditions religieuses qui étaient issues dans le communiqué des musulmans en France étaient posées au CEN en réunion. Donc, nous avons pu, vraiment, on a pu impacter. Et pareil pour la charte halal, si cette charte-là arrive à aboutir, je dis arrive à aboutir parce qu'aujourd'hui, on est toujours face au même problème, qui est ce monopole des 3 mosquées. Et la réglementation, il faut savoir que notre association, aujourd'hui, après, on est à 10 ans d'existence à peu près, nous avons choisi d'agir en droit, d'utiliser le droit pour réformer la réglementation du halal. Parce qu'elle pose aujourd'hui problème, elle nous empêche d'avancer. Donc ces 3 agréments et certains règlements illégaux dans le code rural. Pourquoi la réglementation aujourd'hui pose problème? Parce que je vais revenir en arrière, d'une façon générale, l'usage précède la réglementation. Donc on a l'usage et après on va réglementer. Pour les questions religieuses, donc la question de l'abattage rituel du musulman, on a pris l'usage d'une autre communauté qui est la communauté juive, parce qu'il n'y a pas eu de réglementation d'abattage rituel en France, à part exceptionnellement durant l'occupation nazie
qui interdit l'abattage rituel à la communauté juive, il n'y a pas eu de réglementation. La réglementation a eu lieu après l'indépendance de l'Algérie, en 1970, la première réglementation. Et pour réglementer, donc, ce qu'on prend, on prend le modèle de la communauté juive, on l'adopte en réglementation et on demande aux musulmans de les suivre. Mais brusquement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait un demi-siècle, les musulmans, ils n'ont pas pu suivre parce que ça ne correspond pas du tout à leurs besoins réels. Ça ne correspond pas aux besoins de la communauté musulmane. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Donc pour la taxe halal, il faut qu'on ait la charte de CFCM, on arrive à l'adopter. Il faut qu'il y ait les modifications réglementaires nécessaires. Nous, aujourd'hui, on a une procédure devant le Conseil d'État. Nous avons une deuxième procédure qui va être engagée prochainement. Et on y travaille, la communauté musulmane travaille de son côté pour que ça avance. Oui. Donc on a bien compris que le rôle de l'État était limité, que de toute façon vous vous inscriviez dans les règles de la République et de la laïcité, c'est assez clair dans votre dialogue. Il y a pas... Pardon ? Oui. Madame refuse le rôle de l'État, c'est pas la même chose. Restons-en à ce qu'est l'État, à ce qu'est la République. Ah, justement, oui. Ensuite, chacun dit ce qu'il veut, mais bon. Oui. Que l'État intervient dans la sphère qui lui est réservée et que le culte reste là on est d'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de litiges en ce moment sur des contestations de certification? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'articles qui sont parus récemment sur ce sujet. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ou est-ce que vous ne le savez pas? Parce que là encore, l'unité de la certification nous préoccupe. Nous préoccupe un peu pour la suite qu'on voudrait donner à cette filière halal et éventuellement à son utilisation. Donc, je vois bien je pense voir de quoi vous parlez, le problème de la mosquée de Paris actuellement qui souhaite changer d'organisme de certification. Donc, j'ai vu, il y a des polémiques sur les produits de la mosquée de Paris qui ne seraient pas halal. La mosquée de Paris qui revendique par elle-même que les produits certifiés par son logo ne seraient pas halal. Donc, je pense que c'est un conflit interne, mais qu'ils essayent de présenter ça d'une autre façon aux consommateurs musulmans en les alertant sur un logo qu'il faudrait changer par un autre. C'est ça aujourd'hui, et moi c'est mon analyse. Par rapport à l'intervention de l'État, j'ai devant moi 2 lettres que j'ai reçues de communauté musulmane, une lettre qui vient de la communauté musulmane de Villeneuve-sur-Lot, dans les départements. Alors le département c'est... Oui, c'est ça, Lot. Voilà, c'est ça. Et donc, dans cette lettre, donc, mon interlocuteur, qui est un acteur musulman dans les abattoirs, il écrit « En raison d'une forte demande de viande halal de la part des consommateurs musulmans, nous avons créé en juin 2015 notre société Top Viande. » Et donc, en fait, il travaille dans l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot, où il dit que 70% de la production qui est destinée aux boucheries musulmanes. Donc ce monsieur rencontrait des difficultés pour exercer l'abattage rituel musulman dans cet abattoir. Il nous a envoyé une lettre de la DTPP qui ordonnait l'étourdissement des animaux dans cet abattoir. Voilà. Il y avait peut-être des problèmes de bien-être animal, mais donc nous avons suivi cette affaire. Maintenant, elle est réglée. Donc ce monsieur peut exercer. Notre association a écrit à la préfecture. Et la préfecture, quand elle nous a répondu sur cette question, pourquoi ils ont ordonné l'étourdissement des animaux, ils ont justifié que c'était écrit dans le mode opératoire de l'abattoir. Donc ça, c'est une autre question que je vais expliquer après. Cette question, c'est du mode opératoire réglementaire. La deuxième lettre provient de la communauté musulmane d'Alès. Donc là, pareil, ils nous ont envoyé les différents documents. À Alès, l'abattoir a été fermé. Il y a une polémique par les associations de bien-être animal. Donc, pareil, ici, la communauté musulmane, il y a apparemment un problème de contention. Donc, l'abattoir, elle appartient à la mairie.
Donc c'est à la mairie de s'occuper de la question de la contention. Mais pour la communauté musulmane, ce qu'on leur demande, c'est de changer et d'accepter l'étourdissement des animaux pour résoudre les problèmes. Et ça s'arrête là. Donc si les musulmans n'acceptent pas l'étourdissement, donc le problème ne sera pas résolu et l'abattoir il serait très fortement amené à fermer parce que l'activité de l'abattage rituel dans cet abattoir est importante. Et donc l'abattoir risque d'être fermé. Dans les deux cas, il y a une forte demande de la part de la communauté musulmane sur place. Sur la question du mode opératoire, pourquoi je parle un peu de... Je suis un peu... comment dire, j'utilise un peu ce ton par rapport au rôle de l'État. Aujourd'hui, il y a aussi... il y a un système de mode opératoire qui est instauré par la réglementation. Il y a un guide de bonnes pratiques qui était mis en place par Interbev auquel les communautés musulmanes n'ont pas participé. Il y a une note du ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture qui date de 2012, mars 2012, qui préconise pareil l'utilisation de l'étourdissement des animaux si les animaux souffrent. Donc c'est là en fait, c'est le fait toujours de mettre comme solution par rapport à la souffrance animale l'étourdissement, alors que la dérogation prévoit que la communauté musulmane peut, la communauté juive aussi, peuvent pratiquer leur rite dans les abattoirs. Donc, dans certains témoignages que nous avons eus de la part notamment d'Alès et de Villeneuve-sur-Lot, le sacrificateur, il pouvait entendre des jugements de valeur du type « le Coran accepte, pourquoi vous refusez ? Votre méthode, c'est une méthode du Moyen-Âge. Les mosquées acceptent, pourquoi vous refusez ?» Il y en a un qui nous a rapporté, on nous sommes régulièrement contactés par des acteurs en France, pourquoi l'animal est en train de souffrir, alizé, il faut l'étourdir, donc la vétérinaire elle intervient à ce moment-là. Donc c'est des situations, alors que ces sacrificateurs-là qui sont dans les abattoirs, ils sont délivrés à eux-mêmes, ils n'ont aucun suivi par l'autorité religieuse qui est habilitée par l'État. Juste une petite question, est-ce que vous avez une idée du tonnage de la viande abattue? Halal. Oui. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, il y a énormément de demandes, il y a de plus en plus de restrictions sur l'abattage rituel musulman. Mais les tonnages, non, j'ai pas une idée. J'ai vu, il y a des chiffres qui sont avancés par Interbev, c'est 14% des tonnages. Mais franchement, ça m'étonnerait parce que sur le terrain, on a du mal à trouver vraiment de la viande halal. Même quand il y en a, c'est mélangé, on n'arrive pas à suivre la traçabilité. Pour la volaille, la quasi-totalité des viandes vendues sur le marché halal, elle est issue avec abattage mécanique, étourdissement préalable. Voilà, si c'est ça qu'on appelle halal.